de gauche, affiliés au Parti communiste. Ce sont les luttes de la génération du président Houphouët qui ont permis aux Ivoiriens d'avoir l'espèce d'indépendance qu'ils ont obtenue. Ils avaient donc le choix entre l'extermination totale du leadership révolutionnaire national, ça c'était le plan français, c'est ce qui a été appliqué au Cameroun par exemple, c'est ce qui a été appliqué en Algérie, c'est ce qui a été appliqué à Madagascar. Ils avaient le choix entre cela et rechercher une position de négociation avec le pouvoir colonial français pour pouvoir participer au fruit de la lutte contre les travaux forcés et de la lutte pour la représentation nationale. C'est ce second choix que le premier dirigeant de la Côte d'Ivoire allait faire. Mais pendant la période coloniale, c'est le colon qui décidait de qui a gagné les élections. Les colons français que vous voyez là, ce sont des coureurs d'une devant l'éternel. Wallahi billahi. Plus tricheurs que les colons français, tu meurs. Quand ils organisaient les élections dans les colonies, ils écrivaient le résultat avant d'organiser l'élection. Pour promouvoir ceux des Africains qui faisaient leur carte volonté, ils fraudaient systématiquement les élections dans lesquelles ils risquaient de perdre. Voilà comment ils vont faire émerger par les assassinats. Ils vont faire émerger par l'intimidation. Ils vont faire émerger par la corruption dans la plupart des pays anciennement colonies, territoires sous tutelle de la France, une élite au service des intérêts de l'étranger et opposée aux intérêts nationaux. C'est la naissance de la France-Afrique. Donc, à partir du moment où on nous maintient en Afrique sous contrôle militaire, on nous maintient sous le contrôle d'une monnaie qui a été créée en 1945, une véritable arnaque, le franc CFA. On nous maintient sous le contrôle de la police politique française dirigée par Focard et qui organise partout où c'est nécessaire des coups d'État. Il organise partout où c'est nécessaire des rébellions. Il organise partout où c'est nécessaire des guerres civiles pour rétablir les avantages français. À partir du moment où on nous laisse dans une Côte d'Ivoire et une Afrique où nous sommes appelés à faire disparaître nos langues, notre culture, notre civilisation pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui des francophones. Tout le mécanisme électoral qu'il va y avoir dans les colonies, les anciennes colonies, sera un mécanisme électoral biaisé. De 1960 à 1990, c'est d'abord biaisé. Pourquoi? Parce que dans la plupart de ces pays, on décrète parti unique. Mais quand il y a parti unique, mais le président du parti unique est automatiquement le président de la République. Toi, tu vas faire comment pour écrire ça autrement? Regardez dans tous les pays, laissez la Côte d'Ivoire, regardez tous les autres pays africains. Ils gagnaient les élections avec un score qui se situait entre 90% et plus de 100%. Astaghfirullah. C'est ça, on appelle sorcellerie, n'est pas sorcellerie. C'est-à-dire que la tricherie française, là, ils ont recopié ça à la tête de nos États. Ils ont pris l'habitude depuis la période là d'avoir des résultats électoraux où il y a plus d'électeurs. Il y a plus de voix, de votes que d'électeurs inscrits. C'est-à-dire on dit 100 000 inscrits, 120 000 votes. Oh, les 20 000 là, ils sortent d'où? Vous regardez les élections au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, toute cette période-là. Celui qui appelle ça élection, il se moque de l'intelligence de l'être humain. Élection où il y a un seul candidat. C'est le candidat qui est le président. Celui qui proclame les résultats des élections, c'est le ministre de l'administration territoriale qui est nommé par le président. Hein? Comment tu vas rêver que tu vas gagner ça? Donc, il faut que vous vous rendiez compte que l'Afrique, dite francophone, vit dans la nuit électorale depuis 1960. Ça, vraiment, il n'y a pas quelqu'un ici qui puisse démontrer le contraire. Ils nous ont mis dans la nuit. Ils reproduisent des élites qu'ils ont choisies, qu'ils imposent, et ils appellent élection les parodies de reproduction des élites qu'ils ont choisies et qu'ils imposent. Donc, à partir des années 90, il y a maintenant un problème. La population s'est multipliée par 10 dans la plupart des pays. Et les revendications
des populations exige une réforme de l'État. Par exemple, la population de la Côte d'Ivoire s'est vraiment multipliée. Les recettes de l'État de Côte d'Ivoire ne permettent plus de satisfaire, comme c'était fait pendant les décennies précédentes, suffisamment les besoins des populations. Il faut une réorganisation de l'État. Mitterrand, en juin 90, délivre un discours qu'on appelle le discours de la bolle. C'est là où il va nous sortir une sorcellerie encore. Ouais, non, les gens sont mauvais. Il dit que désormais, l'aide française au développement, elle sera conditionnée par le retour au multipartisme. Mais le multipartisme, selon Mitterrand, ça veut dire que chaque parti politique doit représenter une ethnie du pays. Il faut lire le discours de juin 1990. Et il faut que toutes les sensibilités ethniques du pays s'expriment politiquement. Les gens n'avaient pas compris qu'en fait c'était une bombe à retardement. On appelait ça démocratie, mais on avait oublié de mettre une lettre N entre O et puis C. Voilà, quand tu mets N, ça donne démocratie. Voilà, c'est là que tu arrives. Professeur. Ouais. On l'applaudit. Un intellectuel. On fait tout pour que ton parti soit assimilé à une région de la Côte d'Ivoire. Ouais. On fait tout pour assimiler le PDCI, qui a été le parti de l'indépendance du pays tout entier, à un parti des Akans. Ça là, c'est pour eux. Voilà. C'est pour eux là-bas. On fait tout pour assimiler le FPI, qui a été créé à l'époque pour fonder une nation africaine socialiste de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai lu le programme de 1988 du FPI. C'était un programme de création d'une république intégrée, panafricaine de Côte d'Ivoire. On fait tout pour mettre dans le crâne des Ivoiriens que FPI, c'est les VT. C'est eux. Maintenant, on s'arrête comme ça, on dit, c'est pas fini, hein. PDCI, là, il est trop gros. Il faut qu'on envoie quelqu'un pour casser ça un peu. Petit marteau, casse gros caillou. On envoie un type inconnu au bataillon de la classe politique ivoirienne. Depuis 1960. Un type qui a acheté, dans les années 80, sa maison en tant que voltaïque à Abidjan. C'est là, on connaît ça. Partagez s'il vous plaît. Qui a été décoré par la Côte d'Ivoire en tant que voltaïque. On le prend, on lui donne la nationalité ivoirienne, on lui donne la primature. Et la première idée qu'il a, c'est de créer la carte de séjour. C'est gentil. Comme moi, je le connais bien. Je l'imite parfaitement. Camarade voit ça. Non, c'est que l'État de Côte d'Ivoire est en manque d'argent. Professeur. Le travail est mauvais. Non. La Côte d'Ivoire a ses caisses qui sont vides. Dramani. Confiance. Nous allons devoir recourir à la carte de séjour pour abonder nos caisses. Donc, dans ces conditions, j'ai mis en place la carte de séjour des étrangers de Côte d'Ivoire. Vous savez, le service du président Oufoué est quelque chose qui m'est très cher. Ah oui, ah non. Faites-moi confiance. Ah ouais. Draman. Quand il a créé la carte de séjour, en 1991, on s'est donc mis à faire des contrôles pour savoir qui est ivoirien et qui n'est pas. Mais monsieur, il avait un plan. Un gros plan même. Parce que comme on cherchait à distinguer le Sénégalais de l'Ivoirien, le Malien de l'Ivoirien, le Guinéen de l'Ivoirien, le Burkinabé de l'Ivoirien, le Ghanéen de l'Ivoirien, forcément on allait confondre les Ivoiriens avec les Ghanéens, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, etc. Dès que c'est arrivé, le même individu envoyé par la même puissance qui a grillé toutes les élections en Afrique pendant 60 ans, cette fois-ci, il a créé un mouvement qu'on appelle la Charte du Nord. Hein? Sorcier n'est pas sorcier. La Charte du Nord avait pour but de revendiquer le droit de ceux qui se sentaient exclus depuis la création de la carte de séjour. C'est-à-dire que tu crées l'exclusion, et ensuite tu crées un mouvement pour combattre l'exclusion que tu as créée. C'est ce qu'on appelle le bicéphalisme cornu du diable. Voilà.
Ça, c'est l'art de Satan. Il crie son propre nom en haut de la colline et puis il court en bas pour répondre. Il faut étudier pour comprendre ça. Il dit Alassane, il court en bas. Ouais, je suis là. Non, il faut que la Côte d'Ivoire comprenne comment on a manipulé la démocratie en démocratie. Et c'est sur la base de la charte du Nord qu'il va obtenir la division du PDCI-RDR. Et il va créer le RDR. Mais désormais, dans le RDR, il y a des Ivoiriens qui sont frustrés. Et qui pensent qu'ils sont uniquement frustrés par leurs frères de l'Ouest, leurs frères du Centre, leurs frères du Sud ou leurs frères de l'Est. Alors qu'il y a un monsieur là, qui est entré en se faufilant, qui a créé la carte de séjour pour les frustrer et pour les utiliser comme bétail électoral afin de devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est le b.a.-ba de la manipulation de la démocratie ivoirienne. À partir du moment où ce monsieur-là a éclaté le PDC-RDA, la politique en Côte d'Ivoire s'est radicalement ethnicisée, tribalisée. La politique s'est atomisée. Et ça, c'était l'un des objectifs de François Mitterrand dans son discours de juin 1990. Il fallait que la démocratie devienne en Afrique la division des Africains en ethnies. Dans quel but? Parce que dès 1994, on préparait la dévaluation du franc CFA. Il fallait que les Africains soient faibles, divisés pour subir. On préparait les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Il fallait que les Africains soient divisés pour subir. On préparait, à partir de 2010, l'introduction des deux grandes organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, pour donner l'impression de nous faire une guerre au nom de la religion, mais en fait une guerre pour affaiblir nos États, ramener des militaires occidentaux partout en Afrique et continuer à voler notre or, notre pétrole, notre manganèse, notre uranium, notre diamant, notre café, notre cacao, toutes les richesses dont l'Afrique est pleine. On a organisé deux grands groupes de terroristes pour soumettre l'Afrique à feu et à sang et la recoloniser militairement. Donc il faut que vous sachiez que la fameuse démocratie, installée par le discours de Mitterrand en 1990, est en réalité un acte de fragilisation de la stabilité des sociétés africaines en vue de continuer à imposer à la tête de nos pays des dirigeants qui ne sont pas réellement élus. Des dirigeants qui sont soutenus par des factions, soutenus par des forces, soutenus par des coups d'État, et qui s'imposent ainsi en corrompant, en rusant et en mentant. Voilà la première partie de mon exposé. Je suis arrivé jusqu'à la fameuse démocratie qu'on ne l'auront jamais plus appelée comme ça. Démocratie, le pouvoir des démons. Tout à fait. On fait semblant de donner la parole au peuple pour choisir les dirigeants, on en profite pour truander tout le monde. Et on vous met dans un système qui fait que vous vous entretuez les uns les autres pendant qu'on vous exploite. C'est la démocratie. Maintenant, deuxième partie de mon propos. Quelle est la situation électorale aujourd'hui de la Côte d'Ivoire? Ils ont tellement exacerbé les passions démocratiques en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens et les Ivoiriennes sont amenés non pas à penser la politique comme l'art de l'exercice du bien commun, de la recherche du bien commun, mais à penser essentiellement la politique comme l'art de faire gagner le pouvoir par leur parti et par leurs candidats. Et de préférence, leur parti parce que c'est le parti de leur ethnie, leur candidat parce que c'est le candidat de leur ethnie. La situation électorale ivoirienne actuelle, elle est viciée par le fait que l'électorat lui-même comprend la politique comme étant la promotion de leaders ethniques. On est fatigué de... Quand tu parles comme ça, tu veux donc dire qu'en fait le pouvoir c'est le tour des ethnies. C'est-à-dire que la compréhension du pouvoir que Mitterrand, à travers sa pseudo-démocratie, sa démocratie, son multipartisme qui n'est rien d'autre qu'un multi-ethnisme déguisé pour atomiser l'Afrique, c'est ce que tu répètes. Bon, vraiment, affaire de baouler dans ce pays, nous on ne veut plus les voir. Ils ont gouverné ici pendant 33 ans, 40 ans, c'est bon. Quand tu parles comme ça, tu parles exactement comme Mitterrand voulait que tu parles, que tu penses. Ah, en tout cas, nous on a trop souffert. Notre leader, il a été envoyé à la haine.
Il a fait plus de 10 ans là-bas en Inde. Il n'y a pas de politique ici si lui n'est pas président. Non. La politique, au sens noble du terme, consiste à rechercher l'intérêt général en utilisant des moyens particuliers. Donc la situation électorale ivoirienne, elle est bloquée par le fait que ce qui est du domaine de l'intérêt général est abandonné et que nous sommes amenés par le fonctionnement du système à défendre chacun sa chapelle et son intérêt particulier. Et Alassane Dramane Ouattara, qui aujourd'hui tient la tête de la néocolonie française de Côte d'Ivoire, parce que c'est une néocolonie, c'est pas autre chose. Alassane Ouattara veut que GPS soit identifié comme un parti de gens du Nord. Il veut que le PDCI soit identifié comme un parti atteint. Il veut que le PPACI soit identifié comme un parti de l'Ouest. Et il veut que seul le RHDP, son parti, soit présenté comme un parti national. Et comment fait-il pour qu'il soit présenté comme un parti national? Il corrompt les cartes de toutes les ethnies pour les prendre au RHDP. Il brutalise tous ceux qui le contestent, que ce soit à l'intérieur de son parti ou à l'extérieur, et il ment sur les actes qu'il pose, sur le terrain économique, sur le terrain foncier, sur le terrain proprement politique, sur le terrain juridique. Il ment sur les actes qu'il pose, et bien devant la communauté dite internationale et dans les médias. Donc, dans la deuxième partie de mon exposé aujourd'hui, camarades, et vous, nos invités, je veux montrer que la situation électorale aujourd'hui est bloquée en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un homme qui confisque en fait l'institution électorale. Elle est bloquée parce que Alassane Dramane Ouattara, s'inspirant de ses maîtres les colons français, enferme mentalement les Ivoiriens dans des appartenances politiques qui sont fixées comme des appartenances régionales et ethniques, et les amène à entrer dans une logique de faire des calculs pour que ce soit seulement leur candidat qui incarne l'intérêt général, et non pas que l'intérêt général passe avant chacun de nos candidats. La situation électorale est bloquée parce que le régime d'Alassane Ouattara contrôle la CEI. Elle est bloquée parce que c'est le régime d'Alassane Ouattara qui contrôle les listes électorales. Elle est bloquée parce que c'est le régime d'Alassane Ouattara qui contrôle l'appareil judiciaire. Donc ce sont eux qui disent ce qui est juste ou injuste, en fonction des intérêts de ce régime. Elle est bloquée parce que la plupart des grandes puissances occidentales soutiennent Alassane Ouattara, parce qu'en retour, il leur garantit 80% des marchés publics de la Côte d'Ivoire. 80%. Le PIB de la Côte d'Ivoire profite à 80% de multinationales étrangères. Et celui qui est chargé de ça, c'est Ouattara Dramane. Donc la situation est bloquée. Dans les conditions actuelles, le candidat de notre mouvement est exclu, le candidat du PDCI est exclu, le candidat du PPACI est exclu. Donc vous savez mathématiquement parlant ce que cela signifie pour octobre 2025. C'est-à-dire la reproduction naturelle, lisse, incontestable, et évidente de M. Ouattara à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. C'est vers ce schéma qu'il nous amène. Et il faut que nous comprenions cela. Alors, il nous amène vers ce schéma parce qu'il nous maintient divisés. Parce qu'il réussit à continuer à nous diviser. Parce que nous réussissons à continuer à nous diviser. Voilà pourquoi, si on prend la situation d'aujourd'hui, 31 mai 2025, et puis on la projette sur le 31 octobre 2025, mais vous entendez une déclaration à la RTI, mais écoutez, c'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? Mais les Ivoiriens m'ont élu. Vous savez, j'ai organisé des élections, j'ai battu Conan Badiou. Attention, ce n'est pas un petit candidat. Non. Faites-moi confiance. Mais il était coriace, Kagame. Un Dominique. Un Dominique. Oui. Il se fout des Ivoiriens, ce monsieur. Il se fout des Ivoiriens à la Sacramento. Tout à fait. Comment toi tu peux organiser une élection sans le président Babo, sans le président Guillaume Soro, sans le président Tidiane Dia, et puis tu dis que tu as gagné l'élection? C'est un peu comme un gaillard de 18 ans qui vient en sautillant de joie à la maison.
On lui dit, mais pourquoi tu es content comme ça? Il dit, ah, il vient de frapper un enfant de 3 ans. Ouais. Il lui a arraché 3 dents. Je suis le meilleur. Alassane Ouattara, en 2020, il a gagné face à qui? KKB. Même KKB était étonné. C'est Alassane Ouattara qui lui a donné des gens pour sa convention. Il lui a donné des photographes, de l'argent, un poste à manger pour au moins 5 ans. Bon, alors, maintenant, je viens au clou de ma démonstration. C'est la 3e partie. Dans cette situation bloquée-là, pourquoi moi, me tenant devant vous, je voudrais maintenant établir que le président de notre mouvement Génération Un Peuple Solidaire, le président Guillaume Soro, est le mieux placé pour représenter l'intérêt général du peuple de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Voici les raisons. Première raison, de tous les candidats annoncés à l'élection présidentielle 2025, il est celui qui connaît Alassane Ouattara comme il connaît sa propre bouche. Tout à fait. Donc il possède les secrets de la victoire contre Ouattara. Pourquoi est-ce qu'il le connaît? Parce que c'est celui qui a mouillé le maillot pour que Ouattara soit président. Car celui qui a mouillé le maillot pour que tu sois président, c'est le tour contre toi tu as fait. C'est vrai. C'est ce qui explique la violence d'Alassane Ouattara envers le GPS. Tout à fait. Il ne nous aime pas là, il sait pourquoi. Parce qu'on le connaît bien. Je le dis. On connaît ses points forts et ses points faibles. Après cela, Et voilà pourquoi il a tenté d'éliminer physiquement depuis 5 ans. Après cela, il n'y a pas quelqu'un qui connaît. C'est-à-dire que pour le président Guillaume Soro, Alassane Ouattara a choisi, depuis plus de 5 ans, l'élimination physique. Partagez, s'il vous plaît. Il a été l'objet de 7 tentatives de kidnapping. Je dis bien 7, on a compté. On a arraché ses propriétés. On a arraché ses documents de voyage. On a écrit des fiches signalétiques dans tous les pays du monde. Moi-même, je me suis retrouvé interdit d'entrer aux États-Unis parce que j'avais tenté d'aller aux États-Unis en compagnie du président Guillaume Soro. Ils nous ont fait une fiche. Ouattara a menti là-bas. Moi, je ne savais pas que tu pourrais porter 200 tonnes d'armes pour entrer aux États-Unis. Ils ont écrit ça. Un menteur. Be very careful. Be very careful with that man. He has big weapons, big arms to pénétrer the United States. Il a menti sur nous à un tel niveau que quand tu prends mon passeport, tu mets ça sur un ordinateur américain. Tu vois l'ordinateur qui tremble. Il n'y a plus de place là. La salle est B, il n'y a plus de place. Ah, c'est bon. Écoutez-moi bien. J'ai dit il y a 7 arguments. J'espère que les gens sont en train d'écrire ça. 7, on est sur 3e, professeur. Argument numéro 2. Le président Guillaume Soro est de tous les candidats celui qui a placé depuis très longtemps le thème du pardon et de la réconciliation au cœur de son discours public. Tout à fait. Je vous réfère pas seulement à la flamme de la paix, mais je vous réfère quand il quitte la primature le 8 mars 2012 à son discours. Je vous réfère à son discours du 3 avril 2017 quand il était président de l'Assemblée nationale. Il avait appelé à la libération de tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire et à l'accélération de la réconciliation. L'un des problèmes que nous avons eu avec le régime du président Ouattara a commencé quand le président Guillaume Soro s'est mis à insister sur la réconciliation. Tout à fait. Moi, je me suis retrouvé dans une émission sur la chaîne Africa 24 à Paris avec un certain Tidiane Koné, représentant le RDR, qui a dit publiquement lors de cette émission que Guillaume Soro complotait contre la République parce qu'il parlait trop du pardon et de la réconciliation. C'est-à-dire que pour le représentant du RDR, celui qui parle trop du pardon et de la réconciliation, c'est pour l'État qui veut. Quelle ignorance. La Côte d'Ivoire doit être comme ça. Les Ivoiriens doivent se détester, rester en chien de faïence jusqu'à ce que la terre disparaisse. Partagez, partagez. Si tu parles du pardon et de la réconciliation, c'est que tu es un putschiste. Il en a fait le combat. Et je voudrais, en tant que son conseiller,
depuis 2012, témoigner des missions périlleuses dans lesquelles il nous a envoyés en diaspora. Vous voyez des gens qui sont aujourd'hui à Abidjan. Alain Toussaint, c'est Guillaume Soro qui a tout fait pour qu'il rentre. Tibul Kofi, c'est Guillaume Soro qui a tout fait pour qu'il rentre. L'ancien président de l'Union des réfugiés ivoiriens de France, Michel Barouin, Guillaume Soro a tout fait pour qu'il rentre. Tous les Ivoiriens qu'Alassane Dramane Ouattara avait contraints à l'exil et que Guillaume Soro pouvait aider à faire rentrer, il a aidé à faire rentrer. J'ai accompli les missions que le président Guillaume Soro nous avait confiées en ce sens, avec effet victorieux. Beaucoup d'Ivoiriens sont rentrés par la générosité du président Guillaume Soro. Je ne voudrais pas parler ici de l'aide qu'il a apportée, même à ceux qui l'insultaient. L'insultent et l'insulteront encore. Je ne parlerai pas de ça. Mais en tant que son conseiller, je veux vous dire, c'est un leader qui a été capable, au nom de l'intérêt du pays, d'aider même ses adversaires. Et nous, ses conseillers, nous savons de quoi nous parlons. Deuxième raison, le pardon et la réconciliation. Kakabe n'a rien fait. Troisième raison, le président Guillaume Soro a l'avantage par rapport à tous les autres candidats annoncés. Les uns ont déjà amplement exercé le pouvoir d'État. On sait que même s'ils avaient à l'exercer encore, ce ne serait pas pour apporter quelque chose de nouveau. Les principaux rivaux à l'élection présidentielle, je pense au président du RHDP, qui veut bien sûr être candidat encore, je pense au président du PPACI, ce sont des anciens présidents de la République qui ont déjà amplement accompli, en raison de l'âge avancé qui est le leur. Le président Guillaume Soro est celui qui, ayant une expérience comparable, c'est ce que nous avons démontré, à celle de ces chefs d'État, ces anciens chefs d'État. Parce que, ayant géré les situations dans lesquelles, en réalité, il avait pratiquement atteint ce statut, le président Guillaume Soro est celui qui a, à 53 ans, une marge pour pouvoir agir au service de la Côte d'Ivoire avec une expérience avérée d'homme d'État. Bien sûr, les hommes d'État, Alassane Ouattara ou Laurent Gbagbo ont déjà exercé la présidence de la République, mais après eux, de ceux qui sont en marche vers la présidence de la République, a la plus grande expérience de l'État, c'est Guillaume Soro. Or, tous les autres hommes d'État de cette ampleur ont annoncé leur intention de se retirer. Alassane Ouattara, qui quant à lui est un menteur obsessionnel, bien sûr, l'a annoncé plusieurs fois pour tromper ses propres compagnons et les noyer avant de reprendre le pouvoir. Mais le président Gbagbo a clairement indiqué que même s'il était candidat pour cette élection, c'est pour passer le témoin. Et je n'ai pas de raison de douter de sa parole. Il sait lui-même qu'il a déjà donné amplement à la Côte d'Ivoire ce qu'il peut lui donner. Tout à fait. Ça, c'est mon troisième argument. Je passe au quatrième argument. Quand Génération et Peuple Solidaire arrachera la Côte d'Ivoire au néocolonialisme français, le néocolonialisme français enverra les organisations terroristes attaquer la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Je recommence une deuxième fois. Quand Génération et Peuple Solidaire arrivant au pouvoir, ou même le PPACI arrivant au pouvoir, ou même le PDC-RDA, retrouvant ses valeurs de parti de l'indépendance ivoirienne, viendront dire affaire de 80%, on n'est plus dedans. 80% pour la Côte d'Ivoire, 20% pour l'étranger. On ne va pas inverser. Le jour où cette décision sera prise au sommet de l'État de Côte d'Ivoire, tout à fait, on aura Al-Qaïda et l'État islamique qui vont frapper à la vision. Parce que les gens n'ont pas encore compris à quoi servent les groupes terroristes. Les groupes terroristes servent à rappeler à tous les pays dans lesquels ils sévissent de se soumettre aux néocolonialistes. Aux néocolonialistes français, aux impérialistes européens. Ils sont là pour ça. Or, de tous les candidats à la présidence de la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est ça mon quatrième argument, celui qui a une expérience avérée et incontestable de la résistance en temps de crise sécuritaire, en même temps qu'un talent d'organisateur, de civil, c'est Guillaume Baforisou. Il l'a montré. Tout à fait. Il suffit simplement de remonter à son passé politique pour savoir qu'il a l'expérience des situations de déstabilisation. Donc il sait
éminemment comment on peut organiser la Côte d'Ivoire pour contrer les attaques d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui ne manqueront pas, dès lors que l'idéologie souverainiste, panafricaniste, va devenir le centre de la doctrine de gouvernement de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le 4e argument. Je vous ai dit, le docteur Despreuves fait son travail. Je viens au 5e argument. Pourquoi le président Guillaume Soro, pour nous, est un candidat vraiment qui est en capacité aujourd'hui? Parce que de tous les candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, il est celui qui a pris de l'avance dans la solidarité et l'implication aux côtés de la révolution panafricaine de l'Alliance des États du Sahel. Tout à fait. Oui, ce que je dis là, il faut. C'est vrai. Donc si c'est vrai, applaudissez. Oh. Je dis, qui est plus haïtien dans tous les hommes d'État ivoiriens là que Guillaume Soro? Qui est à Bangwania? Mais dites son nom. Qui est à Bangwania? Guillaume Soro. Qui est de facto l'un des plus importants conseillers des présidents de l'AES parmi tous les hommes d'État ivoiriens? Guillaume Soro. Quelle est la confédération la plus admirée des Africains aujourd'hui? L'AES. Donc si Guillaume Soro est de tous les hommes d'État là, Bravo, professeur. celui qui est au cœur de l'AES, c'est donc un argument numéro 5, extrêmement puissant. Ouais. Avec lui, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, et tous les pays qui vont progressivement s'allier à l'AES forment une muraille de puissance pour libérer l'Afrique. Inch'Allah. Ouais. C'est le 5e argument, il en reste 2. Ouais. 6e argument. 6e argument. Et là, ce sont les camarades ici qui peuvent en témoigner. Guillaume Soro, notre leader, a une qualité qui est incontestable. Il exerce le pouvoir en travaillant de façon collaborative avec ses compagnons que nous sommes. Ce n'est pas un chef qui écrase. Ce n'est pas un chef qui empêche les arbres souverains, comme Ouassa Koulibaly, de pousser à ses côtés. Tout à fait. Guillaume Soro pratique un type particulier de management qu'on appelle le management collaboratif. Il y a 2 types de management en politique et dans la vie. Il y a le management pyramidal. Le chef est en haut là-bas. Quand il parle, tout le monde obéit. Management des Draman. C'est le management dramanien. Mais on peut encore mieux l'appeler en utilisant une formule utilisée par le docteur Ibrahim Cissé Bakoum. Voilà quelqu'un qu'on a envoyé faire des études de droit. Et puis il est venu avec son diplôme pour dire des conneries. Il dit que pour être militant du RHDP, il faut être un mouton. Et il ajoute, non seulement nous sommes des moutons, mais nous sommes fiers d'être des moutons. Et il ajoute encore, nous sommes moutons pions. Dans cette insistance pionnesque. C'est ma combo. Je me suis demandé s'il n'avait pas bu trop de café. Je le connais. Il boit au moins 25 cafés par jour. En fait, comme son cerveau est moutonisé, pour essayer de sauver un reste de vigilance, il boit des cafés tout le temps. Si vous le connaissez, café. C'est comme un mouton qui veut se réveiller. Comment toi, docteur en droit, tout un docteur en droit, tu peux dire que toi et tous tes camarades là, le seul animal que vous avez trouvé pour vous identifier, c'est le mouton. Et les moutons sont connus pour aller à la queue leu à la catastrophe. Le premier va-t-il vers un trou que tous les autres le suivent allègrement et ils disparaissent dans le néant. Ouais. Oui! C'est de ça qu'il s'agit. C'est dommage. Nous, en GPS, là, Guillaume Soro ne veut pas de militants moutons. Mouton, non. Guillaume Soro ne veut pas de militants Mouton. Il veut des militants collaboratifs. Le management collaboratif, c'est que tu organises les hommes et les femmes qui sont autour de toi de telle façon que chacun d'entre eux donne le meilleur de lui-même. Wallahi. Et tu n'es pas derrière les gens avec un gros marteau, à la moindre de leur... Wallahi. C'est pas comme ça, on t'a pas dit. Non. Mais, hey,
Tu fais d'abord, après tu me demandes, je vais t'expliquer. Nous ne sommes pas des moutons. Nous, c'est pas comme ça. Donc, le président Guillaume Soro est un homme qui est doué d'une capacité d'écoute et d'une telle humilité que moi, un fils du Cameroun, le père et le maire Cameroun, Guillaume Soro m'a confié la direction de l'école de formation et de la production des livres du mouvement Génération et Peuple Solidaire de Côte d'Ivoire. On applaudit. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui est capable de vivre avec des gens qui ont des compétences. Il n'est pas jaloux de quelqu'un. Guillaume Soro peut vivre heureux dans un palais comme dans une case. Ouais. Il peut être heureux avec beaucoup et heureux avec rien. Parce qu'il n'a pas oublié le fils de paysan. Il n'a pas oublié le fils d'ouvrier, le fils de ménagère, le fils du peuple ivoirien qui est. Et ça, ce sixième argument est extrêmement important. Un grand leader doit d'abord briller par sa grande humilité. Car celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Tout à fait. Je viens maintenant au septième argument. Qui est le plus important. Mais qui vient conclure. Le président Guillaume Soro est le meilleur. Eh bien, chef de l'État possible de la Côte d'Ivoire qui vient. Inch'Allah. Parce que lui est à l'avant-garde de l'anticipation de tous les grands changements qui sont en cours dans le monde. Je commence par la révolution des réseaux sociaux. Le président Guillaume Soro est celui qui a perçu avant toute la classe politique ivoirienne l'importance du réseau social pour la communication. Ça, c'est pas un débat. Quand il y allait, je me souviens d'une entrevue avec feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, père à son âme, qui était un proche conseiller quand le président Guillaume Soro était Premier ministre, eh bien, de celui qu'il appelait Bogota en privé. Ah, Bogota, t'as déjà ouvert compte sur Twitter. C'est pas sur Twitter, on fait politique. J'étais là quand Ahmed disait ça. Et être profond, il faut lui dire, mais il compte ses abonnés, ça là, c'est abonné. C'est sur le terrain, c'est sur le terrain. Et Guillaume Soro lui disait, vous tous, vous allez me rejoindre en courant sur les réseaux sociaux. Il connaît. Mais vous allez courir sans jamais être capable de me rattraper. Il connaît affaire. Il a anticipé sur l'agroécologie. Là, j'ouvre un léger pan du projet et du programme de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire. Guillaume Soro a étudié les principaux problèmes de la société ivoirienne. Il dispose d'un programme, un projet de société et un programme de gouvernement qui sont prêts. Le problème de l'agroécologie, le problème du chômage de la jeunesse, le problème de la réorganisation des forces de défense et de sécurité, le problème de la réorganisation de l'enseignement supérieur, le problème du positionnement géopolitique et diplomatique du GPS. Guillaume Soro a travaillé sur tous ces sujets en intégrant les innovations les plus performantes de ce 21e siècle dans sa réflexion et en consultant les meilleurs experts dans chacun de ces domaines. C'est un homme qui est prêt. Nous ne pouvons pas dévoiler, bien sûr, aujourd'hui, le projet de société et le programme de gouvernement. Oui, camarade. Son problème de santé, je veux que vous expliquiez un peu. Ah oui, on en parlera. Okay. Il y aura un débat là-dessus. Laissez, si vous auriez posé, camarade, il faut poser ça en question. Ok, d'accord. Là, je suis encore dans l'exposition. Voilà. Bon, par anticipation, il n'y a aucun problème de santé. Ça, c'est Alassane Daman Ouattara. Et l'autre sniffer qui tient Jeune Afrique, là. Le gars qui se gratte le nez tout le temps. Comment il s'appelle encore? Mediamed. Ce sont ceux qui fabriquent du n'importe quoi comme ça. Hein? Il n'y a même rien de ce côté. On connaît qui est le plus grand malade de toute la classe politique ivoirienne. Il n'y a qu'à voir comment il marche. Bon. Alors, très bien. Je conclue en disant que c'est un leader qui est prêt. Et voilà les 7 raisons pour lesquelles, pour nous, il peut être un chef d'État digne de gouverner la Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce que les autres candidats n'ont pas de qualités? Ils les ont. Ce n'est pas notre rôle de les faire valoir. Nous avons fait valoir les nôtres. Mais je voudrais conclure en disant qu'on ne peut pas sortir de la situation actuelle en Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir un président de la République qui serve véritablement les intérêts de la Côte d'Ivoire si on n'a pas résolu le problème qui empêche les fils de la Côte d'Ivoire
de compétir à l'élection présidentielle ivoirienne. Ce problème s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il y aura élection présidentielle en Côte d'Ivoire quand ce n'est plus Alassane Ouattara qui va choisir qui a le droit d'être élu, qui a le droit d'être dans les listes électorales. Il y aura élection présidentielle en Côte d'Ivoire quand le RHDP ne confisquera plus la CEI. Il y aura élection présidentielle en Côte d'Ivoire quand la Cour constitutionnelle, la Cour de justice ne seront plus contrôlées exclusivement par le RHDP. Par conséquent, Guillaume Soro peut aspirer à devenir le prochain président de la République de Côte d'Ivoire si le peuple ivoirien se donne les moyens d'être celui qui décide de son président de la République. Parce que dans la situation actuelle, ce n'est pas le peuple ivoirien qui a choisi l'actuel président de la République. Il s'est choisi lui-même avec le soutien de ses maîtres néocoloniaux français, impérialistes occidentaux, et le soutien des groupes terroristes qui ensanglantent tous les pays voisins, avec sa propre complicité. Donc en fait, quelle que soit la manière d'aborder le sujet de ce jour, les qualités de notre candidat, les qualités de tous les autres candidats, le candidat du PDC-RDA, nos frères sont ici, le candidat du PPACI, le candidat du COGEP, les qualités de tous les candidats sont suspendues à une question fondamentale, qui est une question collective. Pour qu'il y ait élection en Côte d'Ivoire, il faut que celui qui empêche qu'il y ait élection en Côte d'Ivoire cesse d'empêcher. Donc pour qu'il y ait vraiment élection en Côte d'Ivoire, il ne faut pas que Ouattara soit président. L'obstacle aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. L'obstacle à la paix électorale en Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara et son régime. On peut continuer à leur adresser, comme nous l'avons fait, des prières. Notre camarade, la coordonnatrice, lui a adressé le rameau d'olivier de la paix. Mais j'ai entendu les phrases d'Alassane Dramane Ouattara résonner. Je l'ai entendu dire son traditionnel Nyamande, Dangadé. Vous venez prendre pouvoir dans la voie. Je connais un pigeon ici en détail. Ah non, 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 non. Je ne serai pas tant du tout. Celui qui va amener le désordre, il va me trouver sur son chemin. J'invite le peuple Côte d'Ivoire ici rassemblé à prendre conscience que c'est uni que nous pouvons résoudre l'obstacle à l'organisation d'une véritable élection présidentielle en Côte d'Ivoire. L'obstacle en question s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et c'est là que le PDC-RDA, le PPACI, GPS, COGEP, tous ceux qui aspirent à servir authentiquement la Côte d'Ivoire, c'est là qu'ils ont une grande décision à prendre. Est-ce qu'on va continuer nos chamailleries réciproques? Est-ce qu'on va continuer à se bouffer comme des crabes dans un panier? Pendant que un type, Ouattara, et son parti frélaté sont en train de bouffer toute la Côte d'Ivoire. Où est-ce qu'on va dire? Maintenant, nous prenons ensemble nos responsabilités. Nous mettons fin au régime de Ouattara. Inch'Allah. Pour pouvoir organiser les élections et donner à ceux qui méritent d'aller aux élections la possibilité de compétir de manière équitable et que le meilleur gagne. Camarades, coordinatrice générale Wassa Koulibaly, chers frères du PDC-RDA, représentants des autres partis politiques ici présents, camarades militants, je lance modestement mon appel de l'ombre aux principaux partis de l'opposition ivoirienne de hâter la construction d'une plateforme opérationnelle de mobilisation et de lutte pour la fin du régime d'Alassane Dramane Ouattara. On n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire tant qu'elles sont confisquées par Ouattara. Ça, c'est vrai. Tant que nos candidats sont exclus des listes électorales par Ouattara. Tant que nos candidats sont exclus de l'éligibilité par Ouattara. Ce n'est pas une élection que nous aurons en Côte d'Ivoire. J'ai créé un concept pour désigner ce qu'on va avoir en Côte d'Ivoire. Pour élection. C'est la pour-élection. C'est-à-dire l'élection pourrie. Nous ne voulons plus d'élection pourrie. La parole doit être au peuple de Côte d'Ivoire. Et si le meilleur pour le peuple de Côte d'Ivoire est notre candidat, ce que nous espérons, Inch'Allah, que la volonté du peuple de Côte d'Ivoire se fasse et que plus jamais dans ce pays,
quelqu'un ne confisque les institutions de l'État, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est pour porter cette parole de rassemblement que le président Guillaume Kibafori Soro m'a encouragé à répondre à l'invitation de nos camarades de la section de Génération et Peuple Solidaire au Royaume-Uni. J'espère avoir porté cette parole avec le plus de précision possible. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, professeur. Merci, mon cher frère. Bien. Merci au professeur Fontaine Yamsi de cette belle prise de parole. Zouzou. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais que nous donnions un standing ovation au docteur des preuves. S'il vous plaît, on se lève et on applaudit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci, professeur. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et donc, merci encore, professeur. Après un discours, une présentation,